La nudité, la pudeur et la dépendance. Que puis-je dire là-dessus? En fait, euh, on est obligé, en fait, finalement, de prendre sur soi quand on sait qu'on a besoin des autres pour s'habiller, pour se laver, pour se déshabiller, pour parfois même nous aider à faire des soins du type lavement intestinaux. Eh bien, que la personne qui nous aide soit une infirmière ou un infirmier, ou bien un aide de vie ou une aide de vie ou un proche, on doit se résigner quelque part à accepter de l'aide, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ou bien parce que si on le fait tout seul, il y a des risques, ça comporte des risques de se casser la gueule, de ne pas y arriver, bref. Et donc, à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut plus tout seul, et qu'il faut faire appel à ces gens-là, enfin une tierce personne, eh ben, on est obligé de se résigner quelque part. Alors moi, je l'ai vécu d'abord à une aide de vie quand j'étais donc entre deux, enfin non, non pas entre deux. Euh, le mois qui a précédé mon hospitalisation, oui, j'ai réalisé que je ne pouvais plus toute seule facilement m'habiller, me déshabiller, et encore moins prendre une douche. Et du coup, ben, j'en ai parlé à mon aide de vie et elle m'a aidée. Et voilà, on se dit, on sait que ces personnes sont, sont employées pour ça. Enfin, elles sont des professionnelles, elles sont censées, comment dire, euh, c'est leur métier en fait. Donc c'est peut-être plus facile que si c'est un proche. Bon après si c'est un proche, c'est notre mère ou notre ami. Mais il y a le risque après quand on demande ça à quelqu'un pour qui c'est pas la profession, c'est pas forcément une bonne chose aussi. Après il y a un infirmier ou une infirmière, bon c'est une personne inconnue. Euh, mais si elle est professionnelle, on peut se dire, bon, bah, c'est son métier, elle a été formée pour ça. Après, c'est peut-être mieux de faire appel à un infirmier que de faire appel à sa mère ou à son père, ou je sais pas, ça dépend si on a un garçon, une fille, et, enfin, un homme, une femme. Mais bon, bah, il y a un moment donné où on sait qu'on est obligé de passer par là et qu'il vaut mieux être douché par un inconnu que pas du tout être douché. Alors par rapport à ça, j'ai l'expérience de la famille de ma mère. Pendant un mois, elle est restée sans se doucher. Et alors à la fin, elle puait, oh là là, parce qu'elle transpirait bien sûr. Et elle passait son temps à être en pyjama. Et puis elle pouvait pas en fait se laver toute seule parce qu'elle pouvait pas rentrer dans la... Elle avait une salle de bain, on n'avait pas de douche. Et du coup, bah, on- bah, on m'a jamais proposé de l'aider, hein. Mais moi je dis, prends un infirmier quoi. Au final, au bout d'un mois, elle a fini par accepter. Et on n'a pas parlé ensemble, mais vous savez, pour elle, c'était dur de se laisser faire, quoi. Enfin, de se laisser toucher. Déjà, en fait, ce qu'on ressent, c'est qu'on se dit, bon, bah, on n'est plus apte. Donc, il y a déjà une acceptation de son état. Et puis, il y a aussi le regard de l'autre, où c'est difficile, des fois, voilà. Bon, là, maintenant, moi, ça m'a fait ça, un changement d'aide de vie. Mais si je pouvais faire attendre, donc, comment dire, des jours, il y avait cette aide de vie, des jours, il y avait l'ancienne aide de vie. Et puis finalement, je me suis dit, bon, allez, Christelle. Elle-même, elle a dit, c'est dommage de faire vos douches toute seule alors que moi, je vais vous aider à le faire. Je dis, voilà, mets ta puissance de côté, voilà, c'est ça, on dit, mets ta puissance de côté. Mais il faut un temps pour y arriver à ça. Voilà. Bon, ça, c'était. Et ouais, la pudeur, comment accepter ta dépendance à l'autre. Alors, ça va plus ou moins vite. Moi, ça fait quand même. Depuis 2007 que je sais que j'ai la maladie. Avant, enfin, depuis toute petite que j'ai la maladie, mais sans le savoir. Et à l'époque, c'était rémitent. Donc, il y avait des phases de progression de la maladie qu'on ne voyait pas. Donc, des crises, des poussées, qu'on appelle. On appelle ça des poussées. Donc, des moments où il y avait des troubles neurologiques. Et puis, on a su que j'avais la sclérose en plaques. En 2007, on a diagnostiqué la maladie. Et là, en fait, au départ, je me suis dit, ah, rien n'a changé, quoi. C'est juste que maintenant, on sait. Et je suis reconnue comme une personne malade. À l'époque, on ne disait pas handicapée, parce que j'avais pas du handicap vraiment et visible.
parce que j'en avais des invisibles, comme trouble urinaire, trouble de la mémoire, voilà. Et donc j'avais pas besoin, comme maintenant, de quelqu'un, en fait. Puis là, avec le Covid, ça a été, ça s'est enflammé. Et voilà. Après, gestion post-Covid avec la sclérose en plaques. Bon, quand on a le Covid, c'est pas facile. En fait, quand on a une maladie ou un épisode de vie, un rhume, une grippe, si on a de la fièvre, ça fait augmenter, ou ça fait réapparaître comment dire, ça augmente les symptômes qu'on a de la sclérose en plaques, ça aggrave en fait notre sclérose en plaques, et c'est pas facile du tout. Et comment on gère ça, et ben, au jour le jour, puis il faut se faire aider en fait, il faut accepter de se faire aider, je pense que c'est important. Après, anxiété, les problèmes digestifs, troubles les comportements alimentaires, j'en parle après. Alors, comment a été mon ressenti au fait d'avoir une sonde? Moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, d'avoir la sonde, pour deux raisons. J'avais une image de la sonde, c'était une jeune fille anorexique. Et je me dis, bah, moi non, je ne suis pas anorexique. Et puis après, il y a eu aussi le fait que bah, porter la sonde, c'était m'alimenter la nuit. Enfin, c'était m'alimenter déjà sans que je le veuille. C'est pas moi qui fais l'action de me nourrir. Ça vient d'une machine, elle m'envoie sa sauce directement dans l'estomac. Et il y avait toujours ces mots du médecin, du gastro-entérologue, qui me disait bah, si vous avez des troubles digestifs, donc des petites douleurs, des dyspepsies, et des lenteurs, parce que lenteur gastrique, lenteur de l'estomac, ne vous couchez pas juste après avoir mangé. Pour pas avoir du mal, encore plus avoir du mal à digérer. Et donc, je me suis dit, là, je vais être allongée et on va m'envoyer leur sauce toute la nuit. Ça va être horrible. Et si je vomis, en plus, je suis hémotophobe, donc voilà, donc c'était ça au départ. Puis après, j'ai vu que mon corps l'acceptait plutôt bien et que j'en avais vraiment besoin. Voilà, je me suis laissée, je suis allée, vas-y, faites ce que vous voulez de mon corps, quoi. Si vous me sauvez, voilà, je vais pas dire non. Donc voilà comment ça s'est passé. Et au départ, le premier ressenti que j'ai eu, c'était bah, l'eau. Là, on commençait par m'envoyer l'eau. Ça m'a fait vraiment du bien. Je me sentais vraiment bien hydratée. Ça. Le moment où je recevais l'eau, et après, du coup, j'avais peur de retirer la sonde à cause de l'eau. Je ne savais pas si j'allais arriver à bien boire ou pas. Et puis, il y avait le fait que quoi je sais plus ce que je disais. Oui, le ressenti par rapport à la sonde, il y a la pose de la sonde déjà. Alors, c'est arrivé au moment où bah, le matin j'avais eu la gastroscopie, ça c'était horrible. Caméra directement par la bouche, mais ça m'a fait mal. Ah. Et donc la sonde passait comme à la poste. Alors là, par rapport au reste, après bon, la présence de la sonde au départ, il faut s'habituer, il faut que le corps il s'y habitue. Mais je suis restée quand même 4 mois et demi avec. Bon, à la fin, ça n'avait plus à grand chose, donc, parce que je m'alimentais de mieux en mieux. Elle savait que pour l'eau. Et puis finalement, quand on me l'a enlevé, après, l'enlever, ça peut être un problème. Quasiment pas, quoi. Mais pour la mettre, la première fois, ça a été parce que j'étais un peu stone et que c'était fait à l'hôpital, donc c'est des gens qui connaissent bien le geste, qui le font souvent. Par l'infirmière libérale, c'était un peu plus compliqué. Ça a mis une heure. Mais puis, il faut enfin, le moment où on tousse, on n'est pas bien. C'est pas ça. Mais bon, il faut passer par là, donc voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, passez plutôt par l'hôpital où ils sont rodés, plutôt que par une infirmière libérale qui font ça sur des mannequins, j'imagine qu'ils pourraient apprendre à le faire. Voilà, donc bon. Euh, après, bah, donc au début j'avais du mal à accepter pour deux raisons. D'une part, j'avais une image, c'était pour les jeunes filles anorexiques, ça allait être un corps étranger, ce qui était le cas. Comment j'allais le ressentir, comment j'allais le supporter, si j'allais aussi tout porter, pas que la sonde, mais la nutrition qu'on allait mettre. Surtout la nuit, enfin, moi, à mon insu, des fois c'était marrant parce que tu peux manger et en même temps il t'envoie de l'eau. Alors ce qui fait que quand tu manges, en même temps tu t'envoies de l'eau, c'est bien la première fois que j'ai expérimenté le fait de pouvoir manger et boire en même temps. En général, ça va pas possible. Moi. Sauf que si tu manges quelque chose,
ce moment, tu bois après, mais c'est après. Tu fais rentrer la nourriture et l'eau. Après. Là, c'était en même temps. Parce que ça passait par là et ça passait par la sonde. C'est très bizarre, très bizarre. Et moi, la première fois où l'infirmière venait pour m'envoyer ces 2 seringues d'eau, ça faisait 60 fois 2. Ça fait donc... Oh, 120 millilitres. Ah, c'est de la maltraitance, il vous fait boire, c'est tout. Mais mon estomac il est tellement ridiculé, tellement plus habitué à prendre des. Il a fallu le rééduquer à se détendre. Bref, et au début j'avais du mal à supporter 200 d'eau. C'est fou, et maintenant j'arrive à boire un demi-litre. Bah, je suis arrivé à boire un litre un jour. 3/4 de litre sur 800 millilitres en fait, j'arrive à boire. Donc voilà comment s'est passée la sonde. Mais je suis contente de ne plus l'avoir quand même. J'espère ne jamais l'avoir à la remettre, mais c'est pas ce que l'avenir est fait. Voilà. Après, les escarres. Alors les escarres, ça fait mal. Les escarres, en fait, j'en suis rendu compte. Quand oui, je dis à ma vie, j'ai mal. J'ai mal. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis dans ton pas? En vrai, ils ont mis dans le lit, j'ai l'impression que on m'a mis quelque chose dans le lit que ça me. Il m'a dit, maintenant, Christelle, c'est ton os. C'est quoi ton os? Bah oui, t'as vu les fesses que t'as? Non. J'ai dit, bah fais-moi voir. Fais-moi une photo. Quand j'ai vu mes fesses, l'état de mes fesses, mamie, il n'y avait plus que de la peau sur les os, il n'y avait plus de chair. Et pareil pour le dos, mais je voulais avoir les photos, c'était la catastrophe. Donc les escarres, ça fait mal. Et on m'a fait mettre un lit à l'air, parce que ça fait pour éviter le frottement de la peau sur les os, et bref. Pour que le corps soit plus léger, quoi, en fait. Ça se moins mal à porter, même s'il était déjà très léger. Et ça faisait ce putain de lit à l'air, il faisait un putain de boucan. Du coup, on a descendu le moteur, parce qu'il attachait le moteur au lit, je ne pouvais pas dormir, je faisais comme ça. Dans mon oreille, quoi. Et quand on me posait par terre, on entendait moins ça. Voilà. Les escarres, ouais, c'était. Je vais gratter vos fesses. Vous allez faire quoi? Au début, il fallait faire des soins, la crème, il fallait masser les tissus. Enfin, c'est les spécialistes de la chose, pas moi. Mais les escarres, c'est un réel problème, quoi. Pour les personnes qui sont alitées, quoi. La dame qui criait tout le temps à avoir mal, ouais, c'était j'ai mal au pied. À la fin, elle disait coupez-moi le pied. Moi, je lui disais non, coupez-lui la langue, j'en pouvais plus. Coupez-moi le pied. Coupez-lui la langue. Bref, c'était comique. Enfin, pas pour elle, hein. Ah ouais, alors le but c'était bébé. Toutes les 30 secondes. Il fallait maintenir le bras allongé pour pas que la perf se bloque. Et en même temps, j'avais aussi un doigt dans un petit. Pour avoir votre saturation en oxygène, je crois. Et comment tu faisais pour prendre de l'eau? Ou pour, ah oui, aussi, il y avait pour appuyer quelqu'un. Ça, à chaque fois, je faisais tomber la télécommande. Ou bien tu as la télécommande pour bouger ton lit, mais il fallait appuyer d'abord sur une touche vert pour actionner les boutons. Il fallait pouvoir toucher ça. Pas évident. Après, oui, il y a eu l'aide-soignante ou la ménagère qui est venue un jour. Elle a viré tout ce qu'il y avait sur la table, y compris le médicament que je devais prendre. J'étais rassurée parce que je voulais lui dire comment je vais faire pour virer ce médicament. Ouais, c'est bien, elle a fait pour moi. C'est cool. Après, il y avait par exemple où j'ai la chiasse, ça puait. Hmm. Pourquoi il y a un anorexie affamé? Puis aussi, la fois où l'infirmière ou la soignante a dit bon, il faut partir, hein, madame, hein, c'est l'heure, hein. Les visites sont plus autorisées. On se regarde avec ses rires, pouf de rire, mais, on est résident là, on est patient. Ah bon, ah mais ça fait une boulette. Bah oui, je crois bien. On avait tellement copine que elle croyait qu'on était la famille, quoi. Voilà, bref. Une anorexie affamée. Anorexique parce que je pouvais pas manger. Mais l'anorexie, j'avais quand même faim. J'arrivais pas à manger.
affamée parce que justement, j'avais faim. Comment dire autrement? Pour moi, l'anorexie, c'est pas manger assez. Mais pourtant, j'avais faim. C'est pour ça. Mm. Une franche rigolade. Ouais, on a beaucoup ri, beaucoup pleuré aussi. On s'est soutenus. Ça a été vraiment une super rencontre. On a vécu des moments forts. Elle, parce que elle avait fait une opération, elle avait peur de mourir. Moi, parce que aussi j'avais peur de mourir. Mais franchement. Donc dans ce moment-là, elle n'avait pas sa famille non plus. Mm. Ouais, voilà.